Alors vous le savez, de nos jours, on filme tout et n'importe quoi. Que ce soit notre chat qui joue, un concert ou même notre pote qui souffle les bougies lors de son manif. Et bien souvent, ces vidéos anodines finissent dans un dossier de notre smartphone et parfois, on finit par les supprimer. Mais les vidéos que vous allez voir aujourd'hui cachent un destin beaucoup plus sombre. Eh bien, rapprochez-vous parce que vous êtes sur Compte Fécond et je vais vous montrer des vidéos qui montrent les instants qui précèdent un moment tragique. En fait, comme les vidéos dont je parlais au début, elles paraissent tout à fait banales à première vue. On est loin de penser qu'un drame est vraiment sur le point de se produire. Et au programme aujourd'hui, on va voir des vidéos liées au thème tout à fait passionnant des moyens de transport. Que ce soit les trains, les avions, les bateaux. Bref, vous allez voir notamment la fin tragique d'un homme qui voulait toujours dépasser ses limites, mais aussi une petite sieste qui aurait pu finir en véritable catastrophe, ou encore une soirée sous un ciel étoilé qui tourne à l'horreur absolue. Alors là, le gars baraqué que vous voyez en train de faire des pompes sur une voie ferrée, c'est Greg Plitt. C'est un bodybuilder et un mannequin de 37 ans qui était célèbre pour ses vidéos de muscu et ses défis extrêmes de dépassement de soi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce genre de mise en scène qui ont fait son succès, c'est ce qui va causer sa perte. À la base, Greg, il a commencé sa carrière dans l'armée et c'est là qu'il a appris à sauter en parachute avec plus de 1000 sauts à son actif. Mais en tout cas, faut dire que Greg, il aime aussi les sensations fortes, quoi. Il publie des vidéos de lui sur YouTube en train de sauter à l'élastique, soulever des poids à la salle, courir, etc. Et il s'est fait aussi connaître en tant que mannequin pour des magazines de musculation dont il a fait la couverture. D'ailleurs, il a même réussi à devenir la star d'une émission de télé-réalité locale et il a même joué des petits rôles au cinéma avec Robert De Niro et Matt Damon dans Raison d'État ou même avec Christian Bale dans Terminator 4. Bref, en gros, il était célèbre pour donner des conseils de motive, inciter ses fans à dépasser leurs limites et puis leurs peurs. Et sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, on peut encore voir plein de clips de lui qui incitent ses viewers à se dépasser. Sauf que le 17 janvier 2015, Greg va vouloir dépasser la limite de trop. Et là, il vient d'obtenir un contrat pour faire la pub d'une nouvelle boisson énergisante. Sauf que pour coller avec sa DA, il se lance un défi. Il veut qu'on le filme courir à côté d'un train et tenter de le dépasser après avoir bu la fameuse boisson. Il se rend avec son équipe sur une voie ferrée de Burbank, qui est une banlieue de Los Angeles. Là, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. En fait, Greg ne réalise pas que le train avec lequel il veut faire la course se trouve en réalité sur la même voie que lui. Et à un moment, alors qu'il est en train de courir, il chute en pleine course, il n'arrive pas à se relever et il se fait percuter de plein fouet par le train. Le service des trains de banlieue de Los Angeles a contacté à plusieurs reprises des personnes qui avaient posté des images ou des vidéos d'elles en train de circuler sur les voies. Il semblerait que Monsieur Plitt n'ait pas dû recevoir d'avertissement. Si marcher sur les voies est interdit, ce n'est pas pour rien. Les voies ferrées sont pour les trains, un point c'est tout. Je pense que ce monsieur a cru que le train qui approchait vers lui était sur une voie parallèle à la sienne. L'endroit de l'accident se situe dans un virage avec un angle mort. Quand un train arrive, il est vraiment difficile de voir sur quelle voie il se trouve et quelle direction il va prendre. Bon, je vous le dis, Greg Plitt, il est mort sur le coup sous les yeux de son cadreur et de son preneur de son. À partir de là, ses obsèques ont lieu le 24 janvier 2015 à Beverly Hills, en présence de ses parents et de sa femme. Tous ont tenu à saluer sa carrière et ont rappelé que Greg était un perfectionniste, toujours à la recherche des images et des défis les plus spectaculaires. Ça lui aura coûté la vie. Alors sur cette vidéo-là, qui date de 2023, vous pouvez voir un avion larguer une fumée rose au-dessus d'une fête. Et en faisant ça, en fait, il vient d'annoncer le sexe du futur bébé des organisateurs. Pourtant, ce qui devait être une journée de célébration joyeuse va vraiment tourner au drame. En fait, là, l'événement qu'on peut voir sur les images, c'est ce qu'on appelle un gender reveal. En fait, c'est une coutume qui est vraiment venue des States et qui consiste à organiser en grande pompe une fête pour révéler le sexe du futur bébé. Là, les parents invitent ainsi leurs proches, ils mettent en scène la révélation en affichant une couleur bleue si c'est un garçon et rose si c'est une fille. C'est pas du tout stéréotypé, on est d'accord. La plupart du temps, les participants découvrent la couleur à l'intérieur d'une part de gâteau, ou même grâce à des confettis colorés placés dans un ballon qu'on fait exploser. Sauf que ça, c'est soft, quoi. C'est gentil, c'est classique. Bon. Le problème, c'est que depuis quelques années, certains parents ont voulu être plus inventifs pour créer des effets un peu plus waouh et vraiment spectaculaires. Là, on va pas se le cacher, ce sont souvent des couples un peu plus riches, qui ont la thune pour pouvoir en mettre plein la vue. C'est certainement le cas des parents qu'on est en train de voir là. Tout ça, ça se passe dans un ranch de la ville de La Laguna de San Pedro, près d'un lac. Et leur plan à eux, c'était le suivant. Un avion devait survoler la zone, larguer une fumée rose pour annoncer que le futur enfant, c'était une fille. Et au même moment, des confettis roses sont censés être lancés au-dessus de la foule des invités qui applaudissent et qui sautent de joie. Là, quand on voit du coup la vidéo, soudain, il y a une des ailes de l'avion qui plie et l'avion se met à tournoyer dans les airs avant de disparaître dans une allée de palmiers.
Là, la personne qui filme tourne alors la caméra vers le couple organisateur et leurs convives qui sont fous de joie. Eux, ils ne voient pas l'avion qui part en couille. Parce que ce qu'ils ne savent pas à cet instant, c'est que l'avion en question vient de se crasher dans un champ juste à côté. Et là, le pilote qui s'appelle Luis Angel, âgé de 32 ans, n'est pas mort sur le coup. En fait, là, ce sont les témoins du crash qui ont averti les secours, qui l'ont ensuite transporté à l'hôpital, et c'est seulement à ce moment-là qu'il décède quelques heures plus tard. En tout cas, à ce jour, on ne sait pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Parce que l'avion qu'il pilote ce jour-là était un Piper PA-25, un modèle classique mis en service dans les années 1950. Habituellement, c'est plutôt des avions qu'on utilise pour les travaux agricoles, mais également pour tracter des banderoles publicitaires. En tout cas là, apparemment, l'avion a été plutôt vieillissant et l'aile gauche n'a pas résisté à la manœuvre effectuée par le pilote. Comme quoi, juste un ballon rempli de confetti rose, ça aurait pu éviter une tragédie. Alors, cette vidéo-là a été filmée par une caméra de surveillance de l'aéroport international de O'Hare de Chicago le 24 mars 2014. Et là, sur les images, on peut voir deux hommes en haut d'un escalator en train de discuter. Soudain, en fait, il y a un train venu de la station située en contrebas qui surgit par l'escalator et fonce tout droit sur eux. Et là, vous dites, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où un train, il sort par le bas? Bon, je vous raconte. En fait, cette histoire commence alors que la conductrice du train, qui a 25 ans, commence son service tôt le matin de l'accident. En fait, ça fait 2 ans dans son cas qu'elle était conductrice de train. Mais ça faisait que 60 jours qu'elle conduisait sur cette ligne. Sauf que, apparemment, c'était pas vraiment son manque d'expérience qui serait à l'origine de l'accident, mais plutôt une grande fatigue. Lorsque la conductrice a pris son service ce jour-là, elle venait de travailler 60 heures en 7 jours. Elle a reconnu s'être assoupie face aux enquêteurs et avoir fermé les yeux quelques instants. Elle était très fatiguée, mais ce n'était pas de sa faute. Beaucoup de conducteurs sont obligés de faire plein d'heures supplémentaires. Il y a un manque de moyens, on ne recrute pas assez de conducteurs et forcément les seuls qui bossent font trop d'heures pour compenser. Après, je vais être franc, ça nous est tous arrivé de nous assoupir aux commandes d'un train. Il y a aussi une différence entre s'assoupir et s'endormir. Je vous laisserai juger de cette version. En tout cas, après l'accident, le service des transports en commun de Chicago a affirmé que la conductrice avait plus précisément travaillé 55 heures les jours précédents. Mais il précise qu'elle avait bénéficié d'un repos de 18 heures avant le début de son service ce matin-là. Le souci, c'est qu'un autre problème grave a été révélé par l'enquête sur les causes de l'accident. Parce que ce matin-là, du fait de l'assoupissement de la conductrice, le train roulait à environ 42 km/h lorsqu'il est rentré en gare. Ce qui est bien trop rapide. Et du coup, cette vitesse excessive aurait dû déclencher un freinage d'urgence automatique qui est prévu en fait dans ces cas-là. Or, le freinage automatique, il n'a pas fonctionné et le train a donc déraillé, c'est quand même violent quoi, il est venu s'écraser sur l'escalator de la station. Bon, heureusement au final, là, l'accident n'a fait que 32 blessés, mais aucun blessé grave. Et les deux mecs là qui sont en train de discuter, au début de la vidéo, ont échappé vraiment de justesse à la catastrophe. Même si nous ignorons le rôle exact joué par la fatigue dans cette affaire, nous avons examiné en détail notre planification et avons choisi d'apporter des changements de manière proactive. La nouvelle réglementation limite le temps de conduite des conducteurs à un maximum de 12 heures, pause comprise. Le temps de repos entre les services a été porté à au moins 10 heures au lieu de 8. Tous les conducteurs bénéficient maintenant d'un jour de repos hebdomadaire obligatoire. Les conducteurs ayant moins d'1 an d'expérience verront leur temps de travail hebdomadaire limité à 32 heures. Même si au final un drame a pu être évité dans cette histoire, bon, il y en a une pour qui les choses sont pas très bien terminées. Parce qu'en effet, quelques jours après l'accident, la conductrice du train a été licenciée. Cela dit, elle n'est pas morte. Sur cette petite vidéo, vous pouvez voir un groupe de touristes en train de faire une balade en mer, et tout ça pour faire une petite plongée. Il fait pas hyper beau, je vous avoue, et la mer est quand même pas mal agitée. Et même si le bateau n'est pas non plus pris dans une tempête de fou, on est d'accord, cette simple sortie en mer va prendre une allure plutôt tragique. Bon, pour vous dire, la scène elle se déroule en mars 2025 et on est au large de l'île de Bali en Indonésie. Là, il est 8h ce matin-là, quand un groupe de 11 touristes embarque pour une virée en mer pour faire de la plongée. Leur embarcation, elle s'appelle Sea Dragon 2 et c'est un bateau spécialisé honnêtement pour ce type d'activité. Et il a la particularité de pouvoir aller assez vite pour rejoindre rapidement les lieux de plongée. Mais ce jour-là, la mer, comme je vous l'ai dit, elle est agitée. Après, quand même, le capitaine du bateau, qui s'appelle Komang Putra, il navigue quand même à pleine vitesse et il a l'air un peu pressé d'amener les touristes sur le lieu de l'activité. Lui, il perd pas de temps, il est un peu habitué peut-être. Et à l'intérieur du bateau, les passagers, ils sont pas sereins. Ils se disent, c'est quand même rapide, il fait pas hyper beau. D'ailleurs, on entend même sur la vidéo une passagère dire « Oh mon Dieu, je commence à me sentir nerveuse, j'ai jamais vu ça de ma vie ».
Nous étions avec mon mari et ma fille de 7 ans, Alexandra. Peu de temps après le départ du bateau, la mer est devenue vraiment agitée. Mais le chauffeur allait vraiment vite. On a vraiment commencé à avoir peur. Certains passagers ont commencé à crier « Arrêtez là, stoppez le bateau !» Mais il continuait et il s'est mis à diffuser de la musique dans les haut-parleurs en pensant nous calmer. Personne n'avait de gilet de sauvetage. J'en ai demandé à 5 reprises, mais en vain. J'ai fini par en trouver un moi-même et je l'ai enfilé sur ma fille juste avant que l'accident se produise. Et là, je vous avoue, quand on voit la vidéo, quand même, quand on voit les vagues, on n'a vraiment pas envie de tomber dans la flotte parce que c'est fini. Bref, en tout cas, vers 8h30, comme on le voit, en fait, le bateau est frappé de plein fouet par une très grosse vague. Et au même moment, alors que le capitaine essaie de maintenir le bateau à flot, son moteur se coupe direct car il aurait apparemment été heurté par un tronc de bois flottant. Et c'est là que le cauchemar va commencer. Parce que le choc de la vague fait chavirer le bateau et expulse, il balance les passagers dans l'eau. Dans la panique, 5 passagers parviennent à s'accrocher à la coque du bateau, renversé, tandis que d'autres passagers s'accrochent à des débris du bateau qui flottent. Et un autre bateau de la compagnie de plongée parvient à être appelé pour porter secours aux victimes. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est qu'un drame encore plus horrible est vraiment en train de se passer. Parce que là, une petite fille de 7 ans, ainsi qu'une jeune femme de 39 ans, qui s'appelle Anna Blight, se trouvent sous la coque du bateau. Je ne sais pas comment nous avons survécu. Les vagues faisaient 4 à 5 mètres. Après avoir paniqué car je ne voyais plus ma fille Alexandra, je l'ai vue flotter à côté de la coque du bateau. Nous avons réussi à nager jusqu'à une plage avec mon mari et elle. C'est là qu'Alexandra m'a dit qu'elle était restée coincée sous le bateau et qu'elle a vu Anna crier mais qu'elle n'a rien pu faire. Encore aujourd'hui, elle ne cesse de dire « J'aurais dû pouvoir la sauver. J'aurais dû pouvoir sauver la femme décédée. » Et du coup, Anna n'est pas parvenue à se dégager de sous la coque du bateau et a perdu la vie. Mais le cauchemar n'était pas fini pour les autres, parce que ce n'est qu'au bout d'1 heure que le deuxième bateau de la compagnie de plongée est venu les secourir. Et ils ont pu être alors déposés sur une plage d'une petite île où des habitants locaux sont venus les aider. Hélas, l'île n'avait pas de structure médicale et ils ont dû alors patienter encore plusieurs heures avant qu'ils soient ramenés sur le continent et soignés à l'hôpital de Denpasar, pour info la ville principale de Bali. En tout cas, le pire dans cette histoire, c'est que la compagnie n'a jamais reconnu ses torts et en affirmant que l'accident était imprévisible. Bah non, pas tant, vraiment, il allait vite, il n'y avait pas de gilet non plus. Et le gars faisait n'importe quoi. Selon eux, en tout cas, ils avaient l'autorisation des gardes-côtes pour naviguer. Ça me semble un peu léger. Alors là, sur cette vidéo, vous pouvez voir un petit bateau accosté sur un ponton au niveau du lac de Joseph, au Canada. Et cette scène, a priori c'est plutôt anodin, on est d'accord. Elle a été filmée par une caméra de surveillance le 24 août 2019. Et là, on y voit un homme riche, c'est un homme d'affaires canadien, il s'appelle Kevin O'Leary. Et il est assis à l'arrière du bateau avec une amie. Et la femme qui est à l'avant, celle qui conduit le bateau, elle s'appelle Linda et c'est sa femme. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que 4 heures après cette vidéo-là, il y a un drame qui va se produire. En fait, ce soir-là, le couple Kevin et Linda, ainsi que leur amie Allison, sont invités à dîner chez la famille Smith, dont on voit le père les accueillir sur la vidéo. Et ils vont passer la soirée ensemble, tranquillement, quand là, vers 23h, le couple O'Leary et leur ami décident de reprendre le bateau pour rentrer au chalet familial du couple. Et pendant ce temps, au même moment, un certain Irv Edwards se trouve aussi sur le lac. Et Irv, il est sur un autre bateau, il a confié les commandes de son bateau à un ami qui s'appelle Richard, pour une petite balade nocturne avec d'autres potes venus dîner chez lui ce soir-là. Ce soir-là, j'ai reçu mon ami Richard et sa femme à dîner, ainsi que mon cousin et sa femme Suzanne, et mon autre ami Gary. Comme il n'y avait pas de nuages, le ciel était parfait pour regarder les étoiles au-dessus du lac. Nous avons donc pris mon bateau et j'ai confié les commandes à mon ami Richard. Il était beaucoup plus expérimenté que moi. J'avais du mal à voir les étoiles, la nuit était claire, et pourtant je n'arrivais pas à apprécier le spectacle. Les lumières du bateau étaient si fortes qu'elles m'irritaient les yeux. Une fois la lumière éteinte, j'ai pu enfin voir les étoiles. Et à 23h30, le bateau conduit par Linda, qui est en train de rentrer, eh bien il entre violemment en collision avec le bateau de Richard. Là, la violence du choc est telle que les amis de Richard, Gary et Suzanne, sont gravement blessés à la tête et finissent par décéder peu de temps après. C'est vraiment très violent. Et c'est alors que se lance une enquête pour déterminer qui est à l'origine de l'accident. Au départ, Linda est suspectée d'avoir navigué avec son bateau de manière imprudente et sous l'effet de l'alcool. Une policière qui s'était rendue rapidement sur place le soir de l'accident avait interrogé Linda. Elle avait remarqué que Linda avait les yeux qui brillaient et les pupilles dilatées. Elle avait fait alors un test d'alcoolémie et il s'était révélé positif. Bref, ça sentait pas très bon pour Linda à ce moment-là. Surtout que de son côté, lors de son procès, Richard, qui pilotait donc l'autre bateau, a affirmé que les lumières de son bateau étaient bien allumées au moment de l'accident. Bref, tout semblait jouer en défaveur de Linda,
Sauf qu'il y a un plot twist qui se produit. En fait, les témoins chez qui Linda a dîné ce soir-là ont affirmé qu'ils ne l'ont pas vue boire de toute la soirée. Linda s'était défendue au sujet du test d'alcoolémie en affirmant qu'elle avait bu juste un verre pour se détendre après l'accident, ce qui a expliqué le test positif. Et en plus de ça, de nombreux témoins ont affirmé que c'était une navigatrice prudente qui faisait régulièrement le trajet entre son domicile et celui de la famille Smith. Et enfin, ce qui a changé la donne, c'est que les juges ont eu accès aux caméras de surveillance du chalet de la famille Smith et de celui d'Irv Edwards. Or, sur les images, on voit clairement que les lumières du bateau que conduisait Richard étaient éteintes et que c'est là la vraie cause de l'accident. Alors là, le mec que vous voyez sur cette vidéo, c'est James Toby, mais lui, il a un petit nom, il est connu sous le nom de Stop the Hobo. Hobo, en anglais, en gros, ça veut dire vagabond. C'était un peu son mode de vie qu'il avait choisi. Et sur sa chaîne YouTube, parce qu'il en a une, il filmait ses aventures, ses errances, et surtout ses voyages clandestins à bord de trains de marchandises. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ce vlog-là, tourné en novembre 2017, ce sera le dernier qu'il tournera, avant de disparaître mystérieusement. Et c'est autour de 2005 que James a commencé à voyager tel un vagabond. À l'époque, en fait, il forme même une équipe avec quelques amis qui se font appeler le Colonel's Fright Crew, en référence au KFC où il mangeait souvent, quoi. En tout cas, un jour, il a décidé de se lancer dans des voyages en solo et de faire des vlogs diffusés sur YouTube. Il avait que 11 000 abonnés, mais il était quand même très apprécié de sa communauté et des autres vagabonds. Donc c'était vraiment un bon dans le milieu. Et ça, c'est parce que sa façon de raconter ses voyages était captivante. Il en profitait pour raconter le fonctionnement des trains aux États-Unis, de façon divertissante, quoi. Il faisait une pierre deux coups, quoi. Et en plus, il illustrait musicalement ses vidéos de morceaux de piano qu'il avait lui-même composés et qui donnaient à ses vlogs un côté presque cinématographique, quoi. J'ai essayé de nombreuses méthodes pour me faire connaître en tant qu'artiste. Il semble que ce soit la seule qui fonctionne. Je suis vraiment déçu par la vie moderne et ennuyeuse aux États-Unis, et par le fait que voyager nécessite souvent d'avoir une voiture personnelle. Je ne créais que des vidéos YouTube au contenu original, et c'est un moyen de me démarquer malgré la profusion de contenus disponibles sur YouTube aujourd'hui. Alors on vous met quelques extraits de sa chaîne, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, il faut quand même préciser que, apparemment, James vivait vraiment comme un vagabond. En fait, il gagnait un peu d'argent grâce à YouTube, puis des dons des fans, afin de pouvoir quand même filmer et puis monter ses vidéos. Mais en dehors de ça, il vivait surtout de petits boulots temporaires. Il buvait de la bière pas chère et il dormait parfois dans la rue ou même dans la nature. Et là, sur la vidéo que vous voyez, James il raconte qu'il a dormi sous un pont ferroviaire pour s'abriter de la pluie, alors que c'est interdit. En fait, il dit qu'il est heureux de ne pas s'être fait choper par la police ou même un gardien, quoi. Sauf qu'hélas, c'est une situation bien pire qui s'est produite. En fait, il semblerait qu'après avoir tourné ces images, James soit monté au niveau du pont, et là, c'est l'incertitude parce qu'il y a plusieurs versions qui existent. Soit James, il serait tombé du pont en voulant éviter un train. Amtrak, en gros, c'est une sorte de TGV américain, mais plus lent. Soit son sac à dos serait resté accroché au train alors qu'il tentait de l'éviter de justesse. Bon, faut le savoir, mais dans le passé, James, il avait déjà révélé en interview qu'il avait frôlé la mort en tentant de monter dans un train un peu alcoolisé, quoi. Ou même en tombant d'un train à cause de la fatigue. Mais quoi qu'il en soit, James the Hobo a perdu la vie ce jour-là. Il a mis fin à ses aventures et à sa vie de vagabond. Eh bien écoutez, voilà une histoire qui montre peut-être que mener une vie faite de voyages et d'aventures, ça peut comporter aussi des risques. Et parfois ce rêve de liberté, ça peut aussi tourner au cauchemar. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vouloir maîtriser ses rêves et les poursuivre, et là je parle des rêves qu'on fait dans la nuit, c'est également le thème de ma saga Noisuli. Si ça vous intéresse, le tome 1 est déjà disponible, c'est sorti le 25 février, et vous pouvez d'ores et déjà le commander sur les sites, vous pouvez aussi aller à la Fnac, Futura et compagnie, ou dans une librairie. Et si vous voulez être emporté dans une histoire haute en couleurs, avec différents moyens de transport dedans, alors vraiment, il y a des trains, à un moment, on prend des sous-marins, enfin bref, il y a différents trucs pour vous amener directement à cette île mystérieuse où vous apprenez à maîtriser vos rêves, eh bien ça se passe dans le premier tome. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo, et nous on se dit à bientôt pour la prochaine. Faites de beaux rêves.